Aside from La colonisation, une bonne affaire? Vraiment? Ah, l'idée si romantique que la France, cette lumière de la civilisation, aurait bâti son empire économique en siphonnant les richesses de ses colonies. On imagine déjà les bateaux regorgeant d'or, de diamants, de pétrole, de coton, tous volés à des peuples innocents, pour financer le développement des boulevards haussmanniens et des industries flamboyantes. Et bien sûr, selon ce mythe, la France serait redevable ad vitam aeternam à ses anciennes colonies, en particulier l'Algérie. Mais voyons ce que les chiffres racontent. Un réservoir de matières premières? Ah, le rêve des colons de 1830, transformer l'Algérie en un immense champ de coton. Spoiler, ça n'a pas marché. Malgré toutes les tentatives et les débats passionnés, les colonies n'ont jamais fourni plus de 18% du coton utilisé en France. Et pour les autres matières premières? La laine, la soie? Nada. Quant au charbon, même le riche Tonkin a préféré vendre en Asie, laissant la France dépendante de l'Europe. Alors, à part quelques arachides, du cacao et un peu de caoutchouc, les colonies n'ont pas vraiment comblé les besoins industriels de la métropole. Même le vin algérien, si prisé à certaines époques, aurait pu être remplacé par des productions italiennes, espagnoles ou portugaises. Autrement dit, les colons se sont fatigués à planter pour finalement produire des biens largement disponibles ailleurs. 2. Un client fidèle? Il paraît que les colonies étaient le « marché de secours » de la France, surtout en temps de crise. En effet, pendant la Grande Dépression, les exportations vers les colonies ont compensé l'effondrement des ventes internationales. Mais attention, cette dépendance n'était pas une aubaine pour tous les secteurs. Certains, comme les textiles de coton, en ont profité. D'autres, comme la soie, ont à peine survécu. Et si ce marché colonial était soi-disant protégé, il n'était pas exclusif. En 1938, un tiers des tissus de coton et la moitié des machines importées par les colonies provenaient d'autres pays. Alors, cette idée d'un empire exclusivement tourné vers la France? Une douce illusion. 3. Des prix avantageux? Vraiment? Ah, les colonies, ce paradis des bonnes affaires. Pas vraiment. En 1961, on découvre que la France payait les exportations algériennes 68% plus cher que les prix mondiaux. Les bananes? 20% au-dessus du marché. Les oléagineux? 32% de plus. Même le pétrole algérien, ce Graal, n'a pas échappé à la règle. Et ce n'est pas tout, ces surprix étaient souvent financés par des transferts massifs de capitaux publics. Oui, vous avez bien lu. En gros, la France subventionnait le développement économique de ses colonies, à ses frais. Un pacte colonial inversé, où l'exploitant se fait exploiter. Ironique, non? 4. Des investissements rentables? Pas vraiment. Avec près de 2 milliards de francs investis dans les colonies avant 1914, on pourrait croire à une mine d'or. Mais c'était sans compter sur les 38% de sociétés coloniales qui ont rapidement fait faillite. Les épargnants français? Ils ont souvent vu leurs économies partir en fumée, surtout dans les secteurs miniers et agricoles. Et après la Seconde Guerre mondiale, malgré les subventions de l'État, l'investissement dans les colonies s'effondre. Les secteurs modernes de l'économie française tournent déjà le dos à ces marchés, se réorientant vers des zones plus prometteuses. Conclusion, un mythe bien pratique. Si l'on en croit les chiffres, la colonisation française n'a jamais été ce pactole que certains imaginent. Elle a coûté cher, très cher. Et lorsqu'elle a pris fin, la France s'en est mieux portée. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la croissance économique de la France a accéléré, propulsant le pays en tête des économies de l'OCDE. Une perte d'empire qui ressemble furieusement à une libération économique. Alors, ce mythe de la France enrichi par le pillage colonial? Une jolie fable, bien utile pour justifier l'éternelle posture de victime. Mais face aux faits, il s'effondre comme un château de cartes. Quant à la repentance éternelle, peut-être est-il temps de regarder vers l'avenir plutôt que de ressasser un passé aux bénéfices bien moins glorieux qu'on ne le croit.